Bonjour à toutes et tous. Un petit message pour nous excuser de la qualité de l'enregistrement que vous allez écouter. Cela a été dû à des conditions d'enregistrement et puis à un montage particulièrement difficile ensuite. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément. Merci et bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau. Je suis Charlotte Barnabé. Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur la guerre mondiale. Aujourd'hui, dans cet épisode de Plume de Doctorant, enregistré dans les murs de l'Institut des géographies de Paris, nous nous entretenons avec Nicolas Gainsbourger, historien spécialiste, entre autres, des géographes universitaires européens et américains au XXe siècle, ainsi qu'avec Marie-Claire Robic, géographe, directrice de recherche émérite au CNRS et spécialiste de l'histoire et des questions d'épistémologie de la géographie. Bonjour à tous les deux. Vous êtes chercheur associé à l'équipe épistémologie et histoire de la géographie, donc au sein de l'équipe EGO, du laboratoire CNRS Géographie Cité. L'objet de cet épisode est de parler avec vous d'un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Jean-Louis Tissier, un livre intitulé Géographe français en Seconde Guerre mondiale, publié en 2021 aux éditions de la Sorbonne. Un sujet intéressant, novateur, cherchant à déconstruire certaines idées reçues sur lesquelles nous allons revenir. Peut-être que pour commencer, pourriez-vous expliciter ce titre de géographe français en Seconde Guerre mondiale ? Oui, volontiers. C'est un titre que nous n'avons pas discuté, je crois, mais que nous avons créé à l'occasion de la publication de ce livre aux presses de la Sorbonne, que nous avons présenté en 2019. En fait, je crois que l'idée a été d'élargir notre propos à la question de la Seconde Guerre mondiale, et non pas à la restreindre à la question du rapport à Vichy, qui est souvent soulevée à propos des disciplines, en particulier de la géographie, pendant la période. Je pense que l'idée, nous avions pu écrire à l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons, je pense, utilisé de façon elliptique le « en ». Pour ma part, je dirais, en fonction de la notion même de situation, comme selon l'expression de Valandier que nous utilisons dans les recherches sur le colonial, la situation coloniale. Donc je pense que pour moi, ça a été une seconde ressource, en quelque sorte. Et ça a été plus largement, mais Nicolas serait plus conscient que moi peut-être, c'est l'idée d'une situation forte, totale, que cette situation de guerre mondiale et de guerre horizon totale qui fait que nous avons accentué ce lien entre des géographes, l'ensemble institutionnel en tant que d'hommes et de femmes, pour traduire notre pensée, notre travail. Alors il y a peut-être aussi dans ce en guerre mondiale, en Seconde Guerre mondiale, l'idée que ça n'est pas seulement pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une dimension beaucoup plus active. C'est la façon dont ils se sont engagés, la façon dont ils ont été pris par la situation de guerre. Ils étaient en guerre, en tout cas ceux que nous étudions, en guerre contre l'Allemagne, contre le nazisme, contre l'occupant, éventuellement contre la France de Vichy, le régime de Vichy. Bon. Et donc c'est vraiment ce côté actif de leur situation et de leur positionnement qu'on a voulu avec tous les auteurs impliqués dans l'aventure qu'on a voulu étudier. Alors justement, dans l'introduction, vous expliquez que cette histoire des géographes en guerre, elle est déjà un petit peu connue, un peu rebattue. Comment vous êtes parvenu à renouveler cette historiographie ? Alors oui, il y a un certain nombre de travaux qui existent sur le sujet, bien sûr, comme sur tous les sujets. Alors ce sont des travaux qui remontent à loin, dès les lendemains du conflit
dès 1946, on a deux synthèses très développées sur les géographes français pendant la Seconde Guerre mondiale, publiées dans des revues anglo-américaines par Jean Gottman et par Aimé Perpillou. Et puis, après une période où les travaux historiques sont peut-être moins nombreux, à partir des années 1990, on a sans doute plus de nouvelles contributions sur le sujet, jusqu'à, par exemple, un article de synthèse qui est très riche, publié en 2015. Là, il y a des dimensions mémorielles, des dimensions liées disons, à l'anniversaire de la fin du conflit. Donc c'est le Cloud qui a publié donc un vaste article de synthèse à un moment où notre ouvrage était déjà en gestation, on va dire, ou en projet. On a comme ça pas mal de travaux un petit peu ponctuels sur certains aspects. Il y a des travaux, par exemple, d'Olivier Dumoulin sur la création de l'agrégation géographique, qui sont bien connus, particulièrement en 1994. Il y a des travaux sur Uriage, sur le rapport entre les géographes et Vichy. Jean-Luc Bissier a publié. Il y avait des travaux ponctuels. Par ailleurs, il y avait dans des travaux à dimension biographique, évidemment des passages sur cette période-là, cette tranche-là de la vie des savants. Certains travaux aussi un peu plus dans l'initiative spécialisée sur le champ, notamment les travaux sur les revues de géographie par Laurent Boguit il y a quelques années, sur certaines figures spécialisées comme Pierre Denis par Philippe Houlmont. Bon, un ensemble de travaux sur les géographes, et puis un ensemble de travaux aussi peut-être mieux connus sur les historiens qui, dans la période, par exemple, Marc Bloch ou Lucien Febvre, on sait qu'il y a une très grande proximité entre les historiens et les géographes à cette époque-là, y compris personnelle. Donc ça faisait partie de l'horizon historiographique un petit peu de notre groupe de géographes. Et dernier aspect, un certain nombre de travaux, alors relativement récents, sur, d'une manière générale, des scientifiques pendant le conflit. Il y a un intérêt important aujourd'hui sur le sujet, sur ces scientifiques au sens large, tant sciences humaines que sciences expérimentales ou sciences de la nature. Et en particulier, récemment, on a un volume collectif qui vient d'être publié sur les physiciens, les mathématiciens. Il y a d'autres travaux sur les sociologues, sur les philosophes, sur les ethnologues, voilà, sur tout cet environnement-là, qui dans le petit monde des universitaires pendant la Seconde Guerre mondiale, donc de la fin de la Première République, de la période de la Seconde Guerre mondiale et du début de la Quatrième, c'est un petit monde, donc ils se connaissent tous, ils sont tous en interaction. Dans cette période très très difficile, ils peuvent être en réseau, ils peuvent être en situation de solidarité, éventuellement d'opposition. Et donc c'est vrai que c'est dans cet univers historiographique là que se positionne notre ouvrage pour compléter les connaissances sur les géographes et aussi pour essayer d'articuler ces connaissances fondées sur de nouvelles archives. C'est comme ça qu'on a essayé de renouveler les connaissances, fondées aussi sur de nouvelles réflexions, soit liées à l'histoire des sciences, soit liées à l'histoire plus générale de la Seconde Guerre mondiale, et puis évidemment à l'histoire de la géographie française. C'est comme ça qu'on a voulu renouveler la question. La deuxième chose que je voulais dire, c'est l'environnement aussi international, enfin historiographique international, évidemment. On est non seulement conscient de l'historiographie française sur le sujet, mais par ailleurs, l'exemple des historiographies des autres pays, en particulier l'historiographie allemande, mais aussi l'historiographie anglo-américaine, voilà, sont aussi un moteur
pour de nouvelles perspectives et pour de nouveaux questionnements concernant notre question, et en nous amenant un peu à nous décentrer et aussi à étudier les histoires croisées, les histoires comparées, les relations entre nos géographes français et leurs collègues européens, notamment les idées de leurs collègues européens, mais aussi du vaste monde. Et en particulier, on a plusieurs chapitres consacrés à cette question-là, les rapports avec les États-Unis, le rapport avec le Brésil. Donc, on a voulu vraiment aussi, et l'Espagne bien sûr, on a voulu vraiment élargir un petit peu le spectre, tout en restant sur les géographes français, mais en montrant quand même cette ouverture de la géographie française de l'époque. Merci. Donc maintenant, on peut arriver plutôt sur le fond. Est-ce que, pour planter le décor, vous pourriez nous parler de comment se situe cette géographie française en 1939, à la veille du conflit? Oui, la géographie française, c'est une petite discipline. C'est une discipline jeune d'abord, et c'est une petite corporation. Discipline jeune puisqu'elle a été véritablement institutionnalisée au début du XXe siècle, ce qui veut dire à la fois une école française, rapport à l'école allemande, qui est évidemment à l'époque, et une école de géographie, en particulier par affirmation de la géographie par rapport à l'histoire, auquel la géographie est rattachée depuis longtemps, depuis la création de la tradition d'histoire et de géographie, qui date des années 1820-30. C'est une discipline qui comporte, qui forme une communauté universitaire en tout cas très, très petite. À l'époque, juste avant la guerre, pratiquement chacune des universités françaises a un enseignant, je dirais un enseignant et un seul, hormis l'université parisienne, qui ici, donc qui n'était pas installée ici, qui était encore, qui était ici depuis les années 1925, où il y avait les grands noms, les grands patrons de l'époque, qui étaient Emmanuel de Martonne, géomorphologue, Albert de Mongeon, géographe, spécialiste de la géographie humaine et de la géographie économique, empiracus éventuellement, des assistants ou chargés d'enseignement, des géographes spécialistes de géographie coloniale, particulièrement. C'était le gros noyau. On pouvait trouver des noyaux relativement importants, c'est-à-dire 2 à 3 personnes à Grenoble, autour de Raoul-Blanchard, à Toulouse, mais donc pour l'essentiel, il s'agissait de géographes qui étaient peu spécialisés, puisqu'ils devaient couvrir le champ entier de la géographie auprès de leurs étudiants. Il faut ajouter à cela un certain nombre de géographes, professionnels aussi. Il faut ajouter aussi un certain nombre de journalistes, de spécialistes de géopolitique, je ne dirais pas avant la lettre, puisque ça existait, on en parlera peut-être, de spécialistes, on va parler d'André Siegfried, qui travaille un peu à l'extérieur en sciences politiques. Oui, on va voir d'autres, un peu des marginaux, par exemple Jacques Ancel, qui a à la fois un rapport très clair avec l'école française de géographie, qui institutionnellement est un petit peu à la marge, c'est aussi de la géographie politique, avec fort héritage italien. Donc on a quand même cette communauté très bien identifiée, dans le sillage de la tâche, des élèves directs, pas de la tâche, on est encore dans cette période-là. Mais bon, un groupe qui est bien organisé, avec une association de géographes français en particulier, qui date des lendemains de la Première Guerre mondiale, avec cet institut de géographie à Paris, mais des instituts de géographie partout, donc vraiment une institutionnalisation. On a des pratiques communes, on a des excursions annuelles qui rassemblent, on a une pratique évidemment du terrain, à la fois individuelle et collective, une habitude de l'enquête aussi,
On a aussi, il faut le remarquer, peut-être en dernier point, une discipline qui est internationalisée, puisque là on a parlé de la dimension nationale et aussi locale, hein, bien sûr, enfin nationale, mais on a aussi une dimension internationale forte avec l'existence de l'Union géographique internationale, l'UGI. On a aussi des échanges de professeurs, des échanges de géographes avec un certain nombre de pays. L'UGI est importante, mais ici on a une dimension, alors avec l'histoire un petit peu que dans les autres disciplines, c'est-à-dire les années 20 où les savants allemands ou germanophones sont exclus, et puis ensuite progressivement réintégrés, quoique dans les années 30 c'est un petit peu compliqué. Mais cette Union géographique internationale, ce qui est remarquable à la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'elle est dirigée par Emmanuel Martin, justement. Donc, alors, est-ce qu'elle est vraiment sous influence ou sous domination française? Bon, c'est peut-être exactement, mais enfin, en tout cas, la France occupe en son sein, enfin, les représentants français occupent en son sein une place immense. Voilà, pour les quelques caractéristiques. Moi, je soulignerai quand même, parce que ce sera important pour la suite de la géographie et peut-être de l'entretien. Donc, il faut souligner la dépendance par rapport à l'histoire, qui est dominante par à la fois la masse et la notoriété, notamment, et la faible place de la géographie dans l'histoire de la géographie. Donc, ça reste une composante toujours forte avant la guerre. Pour rompre avec quelques stéréotypes, c'est certes une discipline de terrain, une discipline qui est très liée aussi comme l'histoire, est très liée particulièrement à l'enseignement secondaire et primaire. Et donc, il y a tout un réseau qui étoffe cette communauté fortement connectée. Et la communauté du géographe, c'est le réseau des instituteurs, etc. Et des enseignants du secondaire. Et des enseignants en général, voilà. Les géographes qui sont jeunes, mais un petit peu déjà spécialisés, avancés, etc., sont enseignants en lycée. Ah, c'est le cas de Georges, c'est le cas de Jean Brèche, par exemple, à la fin des années 30, et ce sont eux qui, dans les années 50, vont devenir les géographes universitaires dominants. Voilà, par une transition de carrière tout à fait habituelle, à savoir d'abord le secondaire, ensuite la thèse, et ensuite l'accès au marché des postes universitaires et la carrière académique. C'est extrêmement intéressant, toutes ces questions de la géographie des années 20, 1930, dans leur évolution jusqu'à la date du conflit. Peut-être c'est qu'on aurait pu l'évoquer avant, mais revenir sur la question des sources qui ont pu être mobilisées justement pour ce travail. Bon, ce sont des sources relativement classiques, je dirais, pour une histoire disciplinaire à dimension biographique. Certes, on utilise les sources imprimées qui existent, notamment donc, des ouvrages, mais aussi c'est peut-être plus informatif et plus réactif à l'actualité, au contexte, les revues, les revues disciplinaires, les revues spécialisées. Mais, et c'est tout le travail commun, et c'était d'ailleurs un peu dans le cahier des charges donné aux auteurs pour cet ouvrage, il y a eu une volonté très très déterminée de notre part d'aller voir aussi des archives. Donc ce sont des archives, alors plus souvent plus faciles à trouver, quoique les archives à dimension administrative, les dossiers de carrière par exemple, ou encore lorsque les géographes en question occupent des fonctions dans leur faculté administrative, à les voir dans les archives de l'institution. Mais on a aussi la chance d'avoir pour un certain nombre de géographes, pas pour tous, des archives familiales, des archives personnelles, des archives individuelles, des grands fonds d'archives. Alors il y a
à ce niveau-là, je dirais, un peu de configuration, c'est lorsque les archives sont facilement accessibles. C'est le cas, par exemple, des archives d'Albert de Mongeon, qui sont à la bibliothèque moderne, mais là, qui sont à la fois très abondantes, très riches, un petit peu moins, un petit peu plus dispersées pour cette période-là, sachant par ailleurs qu'Albert de Mongeon disparaît en 1940, donc elles s'appellent malheureusement à ce moment-là, et c'est bien dommage. Mais malgré tout, elles sont très riches pour cette période de 39-40 qui est cruciale. Et puis on a un autre type d'archives personnelles individuelles, des archives encore en main familiale, on va dire. C'est par exemple le cas des archives de Maxor, qui ont pu être exploitées par Simon dans son chapitre ici, comme dans sa thèse, dont est issu un ouvrage récent, qui sont extrêmement abondantes. Bon, donc c'est des correspondances familiales, importantes, ou des papiers personnels. Donc ça, c'est une chance, en quelque sorte. Ça permet évidemment aussi, lorsque les correspondances sont conservées, de documenter tout le réseau. Lorsque toute la correspondance passive est là, eh bien, les autres géographes, disons, les amis, les collègues, etc., s'écrivent et documentent directement leur position, leurs opinions, leur situation, et c'est évidemment, ça rend, ça donne beaucoup de matériaux et beaucoup de nouveautés. Et évidemment, ça n'est pas présent dans les publications, dans les revues et dans les livres. Donc ça donne une chair, évidemment, la chair de l'histoire. Hein, bon. Et puis, ça renseigne directement sur les itinéraires, sur les trajectoires, etc. Il y a peut-être une dernière catégorie d'archives sur laquelle je vais insister. C'est relativement rare aussi, mais alors vraiment très très riche, c'est les dossiers d'épuration. Et notamment, en ce qui me concerne, j'ai pu étudier les dossiers d'épuration d'un inspecteur général, qui montre bien le lien avec la géographie scolaire, et l'interface entre géographie scolaire et géographie universitaire, mais son dossier est extrêmement riche, c'est un dossier de défense, des divers interrogatoires des différents acteurs, et où vraiment on avait une vision sur d'abord la complexité des situations individuelles, sur les interactions, sur le rapport avec le pouvoir et en particulier avec les cabinets ministériels, les ministres, les Vichy, etc. Sur les dessous, les rouages d'un certain nombre de décisions, par exemple la création de l'agrégation géographique. Et donc vraiment, ces documents d'archives ont été des sources d'informations extrêmement précieuses, étant eux-mêmes des objets complexes, parce que un dossier d'épuration, c'est un objet complexe, on prend un calcul, évidemment, on voit bien la stratégie de défense, on voit bien qu'il faut quand même recouper les informations si on peut avec d'autres sources. Mais enfin, ce sont des objets passionnants qui permettent de renouveler la vision des choses. Et du coup, à partir de ces sources, peut-être davantage des correspondances, est-ce que vous avez pu établir quelles sont les premières décisions, les premières prises de position de ce groupe de géographes au moment de la montée des tensions et du déclenchement des hostilités? Quelles sont leurs premières décisions? C'est peut-être le cas de le premier chapitre qui a été écrit par Denis Wolff, que l'on voit l'ensemble de ces premières décisions. On voit aussi la centralité de l'une des figures déjà évoquées, Albert de Mongeon, et on voit justement cette solidarité, cette solidarité liant la petite communauté de géographes à l'ensemble des réactions qui lui sont adressées, d'une part, très tôt, au déclenchement de la guerre, et à l'ensemble des réactions qui sont exprimées au moment de son décès, notamment
deux causes de guerre, avec sans doute comme Sion, comme d'autres, face à cette guerre, une sorte d'aggravation de la santé qui se fait. On voit aussi bien dans ce chapitre la volonté d'action, la volonté de connaître, de faire face à la guerre en connaissant les risques et les conséquences immédiates, puisque d'emblée, Albert de Mongeau lance une enquête portant sur les déplacements, les exils, donc, et j'en profite pour expliquer le motif de la couverture, qui est peut-être assez abscon. Il s'agit de cartes de déplacement qui ont été établies au prix d'enquête par des collectifs, par des équipes, et en particulier les équipes réunies autour du jeu d'entraînement à Rennes, qui ont mobilisé autant que possible plusieurs correspondants dans l'espace, c'était soit des universitaires, des jeunes universitaires, soit probablement des instituteurs et des connaissances, pour mobiliser toutes les volontés pour comprendre ce qui se passait, pour comprendre comment était organisé l'accueil sur place, etc. Cette étude a été publiée seulement après la guerre, mais de façon extrêmement... Ces études étant publiées après la guerre, nous n'en connaissons qu'une, c'est celle organisée autour de Meunier, qui montre à la fois le résultat de leurs analyses, l'usage de leur capacité d'analyse, avec des cartes de réseau qui sont finalement assez peu connues encore à l'époque, et aussi, il s'agit donc de publications de 47, et aussi toute la critique qui pouvait avoir lieu sur le coup au moment même de ces arrivées du fond désemparé, la critique relative à l'administration, à l'organisation de la réception, etc., etc. Donc je crois que c'est un chapitre qui condense assez bien cette idée de mobilisation vive très forte de beaucoup de l'ensemble des généraux contre l'agression. Alors, contre l'agression, mais dès la fin des années 30, en fait, avec la montée des tensions. Alors là, on a certes ces correspondances, mais enfin là, pour le coup, on a aussi des articles engagés qui sont publiés soit dans les revues disciplinaires, ça peut arriver, même si disons l'attitude est plutôt le ton est plutôt d'une certaine neutralité par rapport à l'actualité. Enfin, on arrive à déceler assez clairement, surtout si on connaît par ailleurs les opinions politiques des auteurs, on arrive à déceler le sous-texte. Je pense au communisme, mais pas seulement. Je pense par exemple à Jean Cancel. Et dans ces années 30, et en particulier à la fin des années 30, on va avoir un certain nombre, déjà au début des années 30, un certain nombre de prises de position très claires, on n'a pas encore parlé, contre une certaine pensée géographique allemande, la pensée de la géopolitique, et notamment la notion d'espace vital, de Lebensraum, et on a des salves d'articles savants, à dimension savante clairement engagés, contre cette pensée géopolitique jugée agressive et jugée dangereuse pour l'équilibre du monde et l'équilibre de l'Europe, jugée aussi revanchard, bien sûr, par rapport à la Première Guerre mondiale, jugée non scientifique, par ailleurs, avec des échos lors des congrès de l'Union géographique internationale, avec des échos aussi dans un certain nombre d'ouvrages, de Jean Cancel en particulier, très directement, mais aussi de Goblet, par exemple. Donc on va avoir ces prises de position-là. Il peut y en avoir d'autres sur d'autres sujets, mais ça c'est tout à fait remarquable.
c'est la première chose que je voulais préciser. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est que ces correspondances, bien sûr, elles montrent cette situation de crise qui, en 39-40, disons, saisit la communauté, montre les mobilisations, et aussi les mobilisations militaires, bien sûr, puisqu'on est sur une mobilisation, on parle de l'homme en âge d'être mobilisé en général, donc on n'est plus, enfin, ces élèves le sont. Et après la défaite, ces correspondances montrent très clairement le traumatisme collectif que ça a représenté, le désespoir, éventuellement l'espoir mis dans le maréchal Pétain, dans le nouveau régime, parce qu'on a bien sûr ça aussi dans un certain nombre de correspondances, et puis aussi pour un certain nombre de ces individus, disons la fuite, le réflexe de fuite, enfin, la nécessité de fuite, donc l'exode, ça, bon, c'est face à l'avancée de l'armée allemande immédiate, donc c'est vrai que c'était la débandade et chacun essayait, voilà, de trouver un refuge. En revenant à Paris quand la situation s'était stabilisée, ou alors n'y revenant pas lorsque la situation était encore trop dangereuse, par exemple pour les géographes comme Jean Gottman, qui l'antisémitisme et la persécution antisémite pouvaient représenter un danger, et aussi toute la réflexion autour de que faire maintenant. La résistance, pas tout de suite, enfin, ici, quand même, la question se pose très rapidement, comment supporter et comment vivre dans cette France soit occupée, soit développant des politiques hostiles. Le cas communiste étant aussi à évoquer, puisque ça n'est pas que de l'antisémitisme, c'est les régimes qui se mettent en place, c'est aussi de l'anticommunisme, dès 39 à vrai dire, et les mêmes interrogations se posent dans cette grande mise en question du début de la Seconde Guerre mondiale pour les géographes communistes. Et parallèlement donc, à ces réactions, vous montrez aussi qu'il y a une certaine forme de continuité sur le fond de la discipline, notamment, je pense à tout ce qui touche aux études rurales, au régionalisme, etc. Est-ce que vous pourriez développer un peu ça ? Oui, la continuité, c'est dans une continuité de travail, et donc il y a énormément de publications, ce qui est assez paradoxal, mais il y a un nombre de publications très élevé, de soutenance de thèse, très élevé pendant la période, notamment bien sûr parce que tous les jeunes sont souvent mobilisés. Mais cette continuité, c'est aussi, je dirais, j'insisterai là-dessus, une question rétrospective et un mode d'analyse de la période, une mémoire qui est restée, soulignant donc la continuité de questions comme la question du ruralisme, de l'agrarisme, la valorisation de la terre, soit la question de la régionalisation, du fédéralisme, du petit pays, donc de l'organisation territoriale rurale plutôt qu'urbaine, c'est-à-dire soulignant par là une connivence, voire plus une connivence entre le régime des valeurs déployées par moments, par les Vichy, pas toujours, par certains, pas toujours, puisqu'on sait qu'il y a aussi bien des technocrates modernistes à Vichy. Donc c'est une question assez complexe, mais je dirais qu'en gros, effectivement, le travail continue sur ces thématiques valorisées auparavant, sur ces thématiques qui étaient engagées dans les thèses qui étaient des monographies régionales, et pas dans ce sens qu'il fallait traiter aussi bien de la vie humaine que du relief, etc. Donc c'est effectivement continué bien normalement par la profession, mais j'insisterai quand même sur le fait qu'il y avait
distanciation relative au moins entre les travaux de géographes et les politiques menées par Vichy ou envisagées par Vichy, ceci ayant été particulièrement étudié par Chanet, qui a montré que certes on pouvait retrouver des mêmes terminologies identiques, mais qu'il n'y avait en général pas de mystique de la Terre, une perspective beaucoup plus moderniste des géographes, comme on l'a dit, un intérêt pour les villes, par exemple, un intérêt pour le niveau de vie des paysans qui ne se réduisait pas à la question du rapport à la terre et qui pouvait expliquer fort bien les migrations, l'exode rural, etc. Donc on a je crois, une situation très délicate, très sensible, très difficile à analyser de manière générale. Et je pense qu'il faut fortement réviser l'une des opinions qui a été déployée après la guerre, et notamment à l'encontre de la géographie. Alors c'est particulièrement vrai aussi pour les questions de régionalisation, où l'on peut montrer, le montre dans l'ouvrage, plusieurs travaux de géographes qui produisent des cartes de régionalisation de la France, mais des cartes que l'on pourrait dire modernistes, fondées sur la structuration humaine. Et donc c'est un travail de géographe qui n'est pas spécifiquement mis au service du régime de Vichy, si on vous écoute, c'est la réalité beaucoup plus complexe que ça, il y a d'autres motivations, et c'est pas spécifiquement des motivations politiques, forcément, qui jouent sur l'engagement. Non, c'est pas spécifiquement mis au service du régime de Vichy. Il y a un certain nombre de travaux qui peuvent être conformes, disons, à l'idéologie de l'État français. Il peut y avoir un certain nombre de travaux qui peuvent aller dans le sens politique du régime, par exemple, tous les travaux qu'on a étudiés dans le chapitre consacré à cette thématique, des travaux de réflexion autour de l'aménagement du territoire, l'aménagement dans le sens de la régionalisation, mais c'est pas forcément ça ne va pas vers l'idéologie qui par ailleurs a duré peu de temps finalement du régime de Vichy. Il peut y avoir des points communs, il peut y avoir des problématiques communes, mais enfin on ne peut pas dire que nous semble-t-il que ça va véritablement alimenter la rhétorique du régime. Après, il peut y avoir un certain nombre de choses, d'interaction entre le régime et la communauté des géographes qui peut aller dans le sens d'une certaine connivence ou d'intérêt partagé. Bon. On en a parlé tout à l'heure avec la création, qui est vraiment important pour la communauté, la création de la licence et de l'agrégation de géographie autonome. Ça, c'est la grande affaire de l'époque pour les géographes universitaires. Il peut y avoir aussi d'autres intérêts partagés. Il peut y avoir une réflexion sur l'enseignement de la géographie, autonome, à différencier de l'histoire, à rapprocher d'autres enseignements scolaires, par exemple l'éducation physique, on a des traces de choses. Il peut y avoir quand même, il peut y avoir des créations de chaires aussi, une création de chaires de géographie coloniale sur laquelle des jeunes géographes vont postuler, parfois de manière assez surprenante. Enfin, de notre côté, on est dans les carrières qui se poursuivent, et je pense en particulier à Jean Brèche, communiste notoire, résistant, etc. Et pourtant, lui continue son enseignement en secondaire, il continue une conversation, il publie ses thèses en 1941, certes, qui ont été
qu'ils ont écrites avant, il y a 4 ans, dans un contexte qui n'était pas du tout celui-ci, mais enfin, c'est publié à ce moment-là. Et puis, il va y avoir la question de est-ce que, face à ces créations de 3 chaires de géographie coloniale, est-ce qu'on peut le nommer, sachant que, selon Emmanuel de Malton, selon le rapport que je cite dans mon chapitre sur la géographie communiste, c'est le meilleur des candidats, etc. Bien sûr, son engagement communiste était bien connu, donc il a été barré par le cabinet du ministre, mais enfin, il y a quand même d'autres géographes qui, eux, deviennent chers. Donc, il va y avoir quand même une vie académique, une vie universitaire qui se poursuit pendant cette période-là, également dans les revues, dans les publications, les livres. Quand même la volonté de continuer à vivre, même si en parallèle on fait de la résistance. On n'en fait pas, mais enfin on peut tout à fait aussi faire ces 2 activités en même temps, et c'est une des caractéristiques de la période, les hommes boucles, bien sûr, pour avoir la schizophrénie, mais enfin bon. L'itinéraire partagé et parallèle. D'ailleurs, on l'a évoqué à plusieurs reprises, donc vous évoquez justement cette mise en place de l'agrégation de géographie, une mise en place qui, vous le dit dans votre introduction, Sophie, entre guillemets, dans la douleur. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu plus justement pourquoi cette mise en place longue, peut-être compliquée aussi Alors, le projet de l'agrégation de géographie autonome, de l'histoire, est un projet qui est évoqué déjà à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, par Léon, par Paul Vidal de la Plage même, par Albert de Manchon. Donc c'est un projet qui est déjà évoqué au moment de l'institutionnalisation de la géographie, et qui est discuté, voilà. Et au moment du déclenchement de la guerre et de la mise en place de Vichy, il y a un moment favorable qui se met en place, une conjoncture favorable. Également, on a le soutien, donc on a un acteur très important qui est Emmanuel de Malton, qui est très actif dans ce sens-là. Et puis on a dans ce moment favorable, on a un ministre qui est Jérôme Copineau, qui est très proche des géographes parisiens, qui a dans son cabinet des géographes parisiens, Marcel Arnaud, qui, par les réseaux normaliens, connaît très bien ce milieu-là, et qui est favorable, lui aussi, à cette séparation. Et donc on a un premier temps, en 1941, où on a des textes qui créent la relation de géographie. Mais on a aussi des résistances, et des résistances dans le milieu des géographes. C'est-à-dire que tous les géographes, alors certains historiens sont contre aussi, mais enfin tous les géographes ne sont pas pour la fondation de l'agrégation autonome de géographie. C'est très clair de la chose, notamment à Grenoble, notamment à Toulouse, notamment l'école, on va dire, grenobloise de géographie s'oppose depuis longtemps à l'école parisienne de géographie. Il y a aussi un conflit de personnes très clair entre Emmanuel de Malton et Raoul Blanchard. Mais enfin, on a quand même une discussion sur l'opportunité, sur faut-il séparer pour l'agrégation l'histoire et la géographie, sachant que sur les diplômes, la question ne se posait plus. Et parce qu'on est quand même en lien avec l'enseignement scolaire. Évidemment, l'agrégation, il faut comprendre le professeur. Et que, là, pour le coup, l'histoire et la géographie restent enseignées ensemble en France
dans l'enseignement scolaire. Même si, là aussi, il y a une pensée quand même sur est-ce qu'il faut que ça continue comme ça. Et donc, on a une suspension en 1942, avec le changement de ministre, on a une suspension de cette création, et on a un nouveau ministre, Abel Bonnard, et un nouveau cabinet qui repose la question. On va avoir, face à cette levée de bouclier, face à ces contestations, et à un certain nombre de questions, de doutes qui se posent. On va avoir des réunions de haut niveau pour en discuter. Par exemple, l'inspection générale, Henri Boucaud, n'est pas du tout favorable à la création de l'agrégation autonome de géographie. Donc, on a vraiment une discussion générale là-dessus. Et finalement, en 1943, c'est confirmé. Et la première session a lieu en 1940. Donc c'est une histoire compliquée qu'on commence à très bien connaître dans les rouages, mais il ne faut pas croire du tout que ce sont les géographes qui ont gagné, parce que il y avait vraiment des géographes qui étaient très opposés à la chose et qui d'ailleurs, après-guerre, vont continuer à dire qu'ils sont opposés à l'existence autonome de cette agrégation de géographie. Parenthèse, autonomie relative, puisqu'il continue à y avoir de l'histoire dans l'agrégation de géographie et de géographie à l'agrégation d'histoire. Mais enfin, c'est quand même institutionnellement et juridiquement bien séparé et propre pour les historiens d'une part, les géographes d'autre part. Donc c'est une histoire complexe, c'est une histoire où les acteurs sont nombreux, acteurs universitaires, acteurs scolaires, acteurs politiques, avec un certain nombre d'enjeux qui se terminent par la victoire, on va dire, d'Emmanuel de Martonne, mais en face qui n'aura pas été du tout sans difficulté, et par ailleurs avec quand même une tâche indélébile, on va peut-être dire ça comme ça, sur cette agrégation de géographie, qui est vraiment, alors là, pour le coup, totalement liée au ministre de Vichy. Du coup, est-ce que l'institution de cette agrégation participe à ce que vous avez appelé, vous avez décrit le régime de Vichy comme une période paradoxalement favorable professionnellement pour les géographes? Oui, je pense que c'est notamment la création de l'agrégation de géographie qui nous fait dire ça, puisque, comme disait Nicolas au début, c'est une question ancienne. Et il y a un esprit d'indépendance à l'égard des historiens qui est fort chez beaucoup de géographes. Là, la géographie obtient son bâton de maréchal et est une discipline à part entière. On parle d'école française de géographie, on parle de discipline de sciences géographiques, et tant qu'elle est tellement liée dans les institutions universitaires à l'histoire, il y a un sentiment de grande dépendance. C'est par ailleurs l'occasion, l'une des ultimes occasions pour Emmanuel de Martonne ou l'un de ses élèves, André Chauvet, qui fonctionnait à Paris, qui était directeur de l'Institut de géographie doyen, d'abord de la Sorbonne, lettres, puis directeur de l'Institut de géographie. Ça a été aussi l'occasion pour ces maîtres de la géographie française, avec donc un Raoul Blanchard, de mettre de toute leur force, leur poids scientifique, et en particulier le poids de la géomorphologie, dans le concours, de telle sorte que se met en place un système extrêmement contraignant par la suite, après la guerre, qui donne à la géomorphologie une place énorme, une place symbolique encore plus énorme, puisque une époque où faire une thèse de géographie physique, en particulier une thèse de géomorphologie, constitue le summum de la réussite. Par exemple, Madame Beaujeu-Bernier, qui sera connue essentiellement comme
géographe humaine, spécialiste d'aménagement du territoire, lanceuse d'atlas régionaux sur la data, etc., a commencé par une thèse sur une grande thèse de géomorphologie. Donc c'est un moment très fort symboliquement et qui structure de manière extrêmement forte la géographie à partir de 1944 et de façon extrêmement durable avec tête de place de la géographie physique, de la géomorphologie, du commentaire de cartes et d'un certain nombre de savoir-faire de la géographie. Mais quand on dit moment favorable, bon, il y a cette dimension institutionnelle, il y a aussi le fait que les contraintes, disons, de l'occupation, les exils, les résistances, y compris intellectuelles, vont amener un certain nombre de géographes à explorer de nouvelles voies. L'aménagement du territoire va là aussi se développer, en tout cas la réflexion sur l'aménagement du territoire avec une grande continuité avec l'après-guerre. Les carrières vont se poursuivre, la création de chaires, on en a déjà parlé, donc c'est en ça que on peut interpréter, mais avec un point d'interrogation, l'occupation et le régime de Vichy comme, disons, des institutions ou un moment, une situation relativement favorable. Non, il faut évidemment pas exagérer, dire que évidemment aussi il y a un déchaînement de violence politique, de violence militaire, de violence physique. Il y a dans la communauté des géographes de morts Joël Cancel et Théodore Lefebvre à cause de la résistance ou à cause de l'antisémitisme. Il y a évidemment d'autres morts. Il y a une situation de contrainte qui est extrêmement forte, y compris pour le travail du terrain aussi. Il y a de la persécution. Il y a donc évidemment pas tout à fait favorable à un travail et à un fonctionnement disciplinaire normal. Bien sûr, ça peut être aussi interprété en termes de période favorable, aussi à une féminisation, par exemple. On n'a pas encore parlé, sauf que tu viens de parler de Jacqueline Beaujeu-Garnier, mais il va y avoir aussi, dans cette période-là, alors peut-être de manière moins affirmée que pendant la Première Guerre mondiale, en tout cas moins spectaculaire au début, mais quand même de manière un petit peu plus profonde, l'émergence de géographes, de femmes géographes, et c'est quand même justement Jacqueline Beaujeu-Garnier, c'est justement pendant la Seconde Guerre mondiale qu'elle devient la première enseignante à Paris de géographie, pas titulaire, enfin enseignante. Et extrêmement, très rapidement à la fin des années 40, elle devient, après la soutenance de ses thèses, elle devient la première femme géographe universitaire de plein droit, avec Germaine Mézeret à Grenoble, mais on a quand même aussi cette évolution-là, avec toujours évidemment disons la nuance que, oui, c'est favorable, mais enfin, c'est quand même la guerre. Donc, pour nuancer le propos, le terme favorable, je rappellerai aussi, et c'est bien montré par plusieurs collègues étrangères, je soulignerai le fait que la Seconde Guerre mondiale a été pour certains l'occasion obligée d'un exil. C'est le cas de Jean Gottman, a été pour certains a permis ou les a obligés qui étaient déjà à l'étranger à y rester. C'est le cas de Pierre Lambeil au Brésil, ou dans d'autres cas a été a permis des échanges, des installations sur place. C'est dans le cas de l'Espagne par exemple. Et cette position de l'extraterritorialité a eu des effets assez importants. On les connaît beaucoup plus dans d'autres disciplines, certes, mais a permis des expériences de découverte d'autres cultures et d'autres façons de penser, de façons de faire, etc. Et c'est le cas de Gottman, qui a été en quelque sorte embauché dans
politique américaine de guerre, et où il m'a appris énormément de choses, à la fois en termes de savoir-faire, d'esprit général. Il a rencontré des physiciens, etc. Et il a importé, du moins essayé d'importer à son retour en France, ce genre de problématique de l'organisation de l'espace, mais s'est fait mal accueillir pour l'essentiel, puisqu'il représentait au moment de la guerre froide l'impérialisme américain. Bon, donc quand même, il y a ce cas. Maubègue a finalement participé à l'implantation au Brésil de l'école française de géographie, et on a encore des relations durables avec les départements de géographie de Sao Paulo, de Janeiro, etc., liés au premier moment, puisque les Brésiliens ont en partie calqué leur système d'enseignement sur le modèle du français. D'ailleurs, puisqu'on nuance cette question d'une période favorable ou pas, peut-être pouvons-nous revenir brièvement au moins sur ces géographes résistants que vous évoquez, et peut-être aussi sur la manière dont la libération a pu, on l'a déjà évoqué, mais entraîner donc des changements. Est-ce que par exemple, ces géographes résistants ont été mis sur le devant de la scène? Est-ce qu'ils ont pu apporter peut-être des choses aussi dans les moments de libération et de l'après-guerre pour la géographie française? Oui, parce que vous évoquez cette idée que pèse sur la géographie un peu une légende noire. On évoquait Carcopino, et pourtant c'est sur la géographie que pèsent toujours des soupçons de connivence assez persistants, en fait. Oui, alors, bon, donc ça, c'est aussi la question de la mémoire, hein, bien sûr, dans l'histoire disciplinaire, et de la comparaison avec l'histoire. Il est vrai qu'il reste une institution très marquée, on en a déjà parlé un peu trop, voilà, la révélation de géographie, qui rappelle tous les ans ce lien maudit avec le régime de Vichy. Bon, mais évidemment que on a beaucoup de résistants, alors communistes ou pas, mais beaucoup de résistants parmi les géographes. Alors soit les géographes déjà relativement installés pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple Jean Brèche, soit des étudiants qui, dans les années 40 et 50, vont devenir des géographes importants, installés, et jusqu'à la fin du XXe siècle, et encore, voilà, et ce sont des gens qui ont disparu seulement au début des années 2000. Donc c'est vrai que ces géographes-là, alors souvent communistes, sont des gens qui ont quand même apporté à la mémoire disciplinaire toute cette dimension résistante, mais vraiment individuelle, et justement pas résistance disciplinaire, mais bien sûr qu'il y a cette mémoire résistante dans la discipline par ces figures-là, qui par ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, vont être porteurs d'autres choses, souvent, liées à leur engagement communiste ou à leur conviction communiste, liées aussi à cette expérience résistante, mais qui vont être très engagés, par exemple, dans l'anticolonialisme, Jean Brèche en particulier, mais enfin d'autres, voilà, et donc qui vont être aussi porteurs quand même d'autres valeurs et d'autres engagements que cet engagement en résistance aux Seconde Guerre mondiale, mais qui quand même participe à cette image contrastée de la discipline. Donc la résistance alors ça renvoie peut-être à une histoire plus générale de la mémoire résistante, des exemples de résistance parmi les géographes. Il y en a pas seulement du côté communiste, bon, d'autres, Théodore Lefebvre, pas communiste par exemple, Jules Blache qui lui a une forme de résistance intellectuelle, puis une action importante à la libération, pas communiste, mais après sur cette mémoire de la résistance, bon, il va y avoir
Alors, il y a aussi le gaullisme, il y a aussi Pierre Denis à la résistance. Mais il va y avoir peut-être une certaine occultation de cette résistance non communiste. Bon, voilà, par un jeu classique de concurrence de mémoire, de concurrence entre les courants de la résistance. En revanche, ce qui peut-être fait partie des acquis de notre livre sur la question de la résistance communiste, c'est d'avoir un peu plus exploré le positionnement des communistes géographes français avant 41, c'est-à-dire entre 1939 et 41, où là, évidemment, la situation est un petit peu plus compliquée du point de vue de la résistance et de sa mémoire. Il reste encore peut-être pas mal de choses à faire sur le sujet. Et, cela dit, la question est peut-être aujourd'hui moins vive qu'il y a quelques années, aussi ces enjeux-là, donc on peut faire une histoire un peu plus apaisée de ce genre de questions qu'auparavant. Oui, d'une certaine manière, il y a eu moins de silence après la Seconde Guerre mondiale sur le travail des géographes, l'activité des géographes pendant la guerre, donc moins après la Seconde Guerre mondiale qu'après la Première Guerre mondiale, où finalement, on n'a guère parlé, alors qu'ils étaient très actifs, comme l'a démontré la thèse de montage de Nicolas. Ils ont été très actifs pendant la guerre, comme combattants, et puis comme les critiques. On en a plus parlé peut-être après la Seconde Guerre mondiale, par le biais notamment de cette filière communiste. C'est aussi que beaucoup de nos collègues de l'époque qui débutaient plus ou moins en géographie se sont engagés en géographie sur le modèle de leurs aînés. Ils pouvaient être historiens géographes, ils pouvaient même préparer philo ou autre, et ils ont été très attirés par ce modèle de communistes économiques, de résistants communistes économiques, pour s'engager en géographie. D'autant plus que, je le rappelle, la géographie, les règles de géographie a été une règle sans latin. Et ça a été une ouverture absolument formidable pour de nouveaux recrutements à l'université, qui sont des recrutements plutôt issus de classes populaires, qui n'avaient pas de formation active, donc, qui sont notamment passés par l'école normale supérieure de Saint-Cloud, qui a été l'un des lieux de recrutement des premières générations nouvelles au sein de la géographie. Ce détail, mais ça a été important aussi pour l'évolution même de la discipline, et peut-être pour le renom qu'elle a eu. Je crois qu'il est temps de conclure cet entretien. Oui. Il nous reste à vous remercier beaucoup pour cela. Merci à vous. Merci à vous. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire ISTEME de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.